Alors, P-Network, Interlink, ces noms, on les entend pas mal en ce moment. Ils promettent une sorte de révolution crypto, directement accessible depuis un téléphone. Mais derrière les millions d'utilisateurs, il y a autant d'espoirs fous que de frustrations bien réelles. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se trame vraiment dans les coulisses de ces projets qui déchaînent les passions. Ok, accrochez-vous bien, on commence très très fort. Ce chiffre, 314 159 $. Non, ce n'est pas une blague, c'est la valeur supposée d'un seul et unique Picoin, une prédiction qu'on retrouve dans des mises à jour pour les développeurs. C'est cette affirmation, complètement dingue, qui est le moteur de tout cet engouement monumental. Et voilà où se situe tout le problème. D'un côté, on a une vision, un rêve, quelque chose de gigantesque. Et de l'autre, eh bien, on a le retour du terrain, la réalité vécue par les utilisateurs, et c'est, disons-le, une toute autre histoire. Alors, on va essayer de démêler tout ça pour y voir plus clair. Voilà le programme pour cette analyse. On va commencer par la promesse, cette fameuse nouvelle frontière. Ensuite, on plongera dans le sujet qui fâche, la question du prix. Après ça, on s'intéressera à la communauté, puis à ce qui se construit en arrière-plan, et on finira par faire le bilan. Un vrai marathon, comme ils disent. Allez, c'est parti. Première étape donc. Le concept de base derrière des projets comme P-Network ou Interlink est franchement d'une simplicité désarmante et c'est ça qui fait sa force. L'idée, c'est de mettre la crypto-monnaie littéralement dans la poche de tout le monde grâce à un simple smartphone. Le but affiché, c'est de créer une économie numérique qui n'appartient pas à une élite tech, mais aux gens ordinaires. Fini, les usines de minage qui consomment l'énergie d'une petite ville. Là, le principe, c'est on appuie sur un bouton une fois par jour sur son téléphone, et c'est tout. Forcément, cette simplicité, ça a attiré des millions et des millions de personnes. Un vrai reste de marée. Bon, maintenant, on attaque le gros morceau. La fameuse question à 1 milliard de dollars. Littéralement. C'est sans aucun doute le sujet le plus chaud, celui qui fait le plus jaser, ces spéculations sur les prix. On parle de chiffres qui donnent le tournis. Mais d'où est-ce que ça sort tout ça? Et surtout, ça vaut quoi concrètement? Et là, on voit bien le fossé, que dis-je, le grand canyon entre l'espoir et la réalité. D'un côté, pour Pi, la communauté s'accroche à cette fameuse valeur de consensus de 314 159 $. Hallucinant. Mais dans les faits, la seule valeur qu'on peut trouver est une sorte de reconnaissance de dette non officielle, un IOU, dont le prix est au point mort. Pareil pour Interlink, où l'on promet 50, 100 $, voire plus au lancement. La dure réalité pour les deux, ces monnaies ne s'échangent nulle part. Elles sont coincées dans leur écosystème fermé. Alors, on peut se demander, mais comment justifier de tels chiffres? Eh bien, la théorie qui soutient tout ça, c'est celle de la rareté contrôlée. L'idée est assez simple à saisir. On limite volontairement le nombre de jetons réellement disponibles. On en libère une toute petite partie. L'exemple d'Interlink est très clair. Il prévoit de lancer que 120 millions de jetons sur 5 milliards au total. En gros, on crée une pénurie artificielle pour, en théorie, faire exploser la valeur. C'est une stratégie totalement assumée. Maintenant, parlons de la communauté, le fameux réseau du peuple. Et là, c'est vraiment fascinant parce que c'est une histoire à double tranchant. La communauté, c'est à la fois la plus grande force de ces projets et en même temps, c'est là que les tensions sont les plus vives. Et il faut le reconnaître, quand on regarde les chiffres, c'est juste impressionnant. On parle de millions de personnes dans le monde entier qui se connectent chaque jour. Pour Pi, on a plus d'1 million de gens qui se sont portés volontaires pour valider l'identité des autres. C'est énorme. Et plus de 23 000 développeurs qui tentent de bâtir des applications. La puissance de frappe de la communauté, elle, est bien réelle. Mais voilà, derrière ces chiffres vertigineux, il y a le vécu des utilisateurs. Et c'est souvent beaucoup moins rose. Prenez cette citation d'un utilisateur d'Interlink. Ça résume parfaitement le sentiment de beaucoup. Des gens bloqués pendant des jours, des semaines, dans les processus de vérification d'identité, le fameux KYC, sans aucune nouvelle. C'est l'incertitude totale. Et la frustration ne s'arrête pas là, loin de là. On entend de plus en plus de plaintes sur l'équité même des systèmes. Par exemple, le score HCS d'Interlink, qui est soupçonné de favoriser ceux qui mettent de l'argent réel sur la table. Ou chez Pi, où des validateurs bénévoles se plaignent de ne jamais voir la couleur des récompenses promises pour leur travail. Tout ça, forcément, ça installe la méfiance. Allez, on change complètement d'angle. On met de côté un instant les sentiments de la communauté et on va jeter un œil en coulisses pour voir ce qui se construit sur le plan technique. Parce que oui, et c'est important de le dire, ça bouge. Il y a du travail qui est fait en arrière-plan. Pendant que beaucoup d'utilisateurs attendent, l'équipe de développement de Pi, elle, ne chôme pas. Elle met à jour les fondations techniques de la blockchain de manière très méthodique. On est passé par le protocole 19, puis le 20, et on en est maintenant au 21. Ça peut sembler abstrait, mais ce sont des étapes cruciales pour renforcer la sécurité et préparer le réseau à gérer un jour des millions de transactions. Et puis, il y a eu une avancée vraiment majeure,
le déploiement des serveurs RPC. Pour faire simple, il faut imaginer ça comme un pont, un traducteur universel entre les applications et la blockchain. C'est ce qui leur permet de se parler en temps réel de façon fluide. Et ça change tout pour les développeurs. C'était la pièce du puzzle qui manquait pour créer des applications vraiment complexes avec des smart contracts. Tout ce travail technique, la plupart des gens ne le voient pas. C'est un peu comme les fondations d'une maison. C'est invisible, mais sans ça, tout s'écroule. Ce déploiement discret de nouvelles briques technologiques, c'est ce qui prépare le réseau pour le jour où il s'ouvrira vraiment au monde. C'est un travail de l'ombre, mais il est absolument essentiel. Ok, on arrive à la dernière partie, on va essayer de faire la synthèse de tout ça. D'un côté, l'engouement et la frustration, de l'autre, ce développement technique qui avance dans l'ombre. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux réalités ? C'est un marathon et on va voir ce que ça signifie vraiment. Pour bien piger où on en est, la métaphore de l'avion est parfaite. Le testnet, la phase d'avant, c'était le simulateur de vol. On pouvait tout essayer sans aucun risque. Aujourd'hui, on est en mainnet fermé. Ça veut dire que l'avion a décollé, c'est le vrai vol, les transactions ont de vraies conséquences. Mais on est encore dans un espace aérien protégé du reste du monde. C'est une étape cruciale pour construire une petite économie à bord avant d'ouvrir les portes en grand. Et ça nous ramène à cette phrase qui est un peu le mantra de ces projets. Ça résume toute leur philosophie. Contrairement à beaucoup de projets crypto qui cherchent le profit rapide, ici l'idée affichée est de construire quelque chose sur le très long terme. Et ça évidemment, ça demande une patience immense de la part de la communauté. Au fond, le vrai enjeu, c'est le modèle lui-même. C'est une expérience assez folle, un réseau social gigantesque bâti sur une promesse de richesse. Le succès ne repose pas que sur la technologie. Il repose sur cet équilibre super fragile entre un développement technique qui est lent par nature et la confiance d'une communauté immense qui peut s'effriter très vite. La vraie question est là. Peut-on vraiment bâtir une économie de A à Z avant même qu'elle ait une valeur sur le marché ? Et ça nous laisse avec la question finale. Est-ce que ce modèle de marathon est une véritable révolution économique ou juste une sorte de loterie à l'échelle mondiale ? Est-ce que la patience de millions de gens va finir par donner naissance à une nouvelle économie durable, ou est-ce que la frustration finira par tout balayer et révéler que la seule vraie valeur, depuis le début, ce n'était pas la monnaie, mais la communauté elle-même ? Seul l'avenir nous le dira.